Damsa. Damsa. Merci à toi, dame de valeur ravissante, Awa Bako Diabaté. Depuis ta position, je te souhaite plein rétablissement, prompt rétablissement, que Dieu te fasse grâce. Assalamu alaikum, rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire au Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Béni soit le nom du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Noble est cette religion
qui nous enseigne l'humilité, le pardon, l'amour du prochain, le vivre en commun, l'islam. Thank you very much, Willy. Je voudrais d'abord commencer mes propos préliminaires par deux observations. Avant d'écouter le président Assimi Goïta, waouh, waouh. Mais je vais commencer d'abord par le Damsa. Ça, c'est le Damsa qui est excellent. Alors, quand vous buvez ça, vous êtes toujours beaucoup plus jeune, plus beau, plus raffiné et plus attractif. J'ai la cinquantaine de passé, hein, je n'ai pas encore atteint les 60 ans. Je prie Dieu que je sois dans les 80-90. Je vous ai dit, j'ai une grand-mère à Abidjan. Ma grand-mère, hein, c'est pas à côté, non. Elle a 130 ans. Tout à l'heure, je parlais à mon grand frère au téléphone. Je lui disais qu'à 130 ans, elle a ses dents au complet. Bon, c'est tardivement qu'on m'a fait part de la perturbation de la vue. Moi, je ne dis pas qu'elle est aveugle. Elle a perdu un peu la vue. Donc, je lui ai envoyé le 12 d'abord pour nettoyer le sang, pour travailler sur les nerfs optiques, les cellules optiques, les fibres optiques. Travailler. Et après le 12, je vais lui envoyer le 18 pour frapper les nerfs. Si ce n'est que voir un tout petit peu, ce sera la plus grande performance de toute ma vie. Et c'est le défi que je me suis lancé. Les gens disent Keïta, c'est bon, elle a 130 ans. J'ai dit, mon Dieu n'a pas dit qu'elle ne verra pas. Donc, elle a 130 ans, je vous en prie. Et je suis fier. Et je suis sur la voie. Hein. Peut-être que j'aurai 110, je ne sais pas, ou 120, je ne sais pas. Donc, avec le DAMSA, laissez-les le régénérer au quotidien, évidemment, qu'on ira très loin par la grâce de Dieu. Je prends un dernier coup de DAMSA et puis on va continuer. Waouh, le DAMSA est bon. Alors, je suis content, heureux, parce que je voulais d'abord digérer quelque chose. Vous savez, quand vous frappez, vous frapponnez, après vous mettez pas la tête et puis vous regardez. Hein? Dieu vous met dans une position très élevée. C'est comme si vous êtes dans un gratte-ciel, vous êtes assis et puis vous regardez tout le monde en bas. Donc, quand j'ai fini, je suis allé du sommet de mon art regarder le travail que j'ai fait sur Ousmane Sonko. Et j'étais fier de ce que j'ai fait. Parce qu'il méritait d'être recadré. Je crois qu'il est tellement intelligent. J'admire son courage, j'admire sa détermination. Mais cela ne nous empêchera pas de dire la vérité sur lui quand cela est nécessaire. Ce n'est pas tout. Merci beaucoup. À quoi, c'est ça? À quoi? C'est à quoi? Ok, merci beaucoup à quoi? Vous savez, je voudrais commencer mon direct avec ce témoignage. J'ai reçu, il y a une dame qui m'a appelé, je ne dirai pas son nom parce que le secret professionnel l'exige et puis la protection des données personnelles sur les réseaux l'exige. Elle était toute contente. Je me rappelle la première fois que nous avons discuté, je lui ai dit, les docteurs ont dit leur dernier mot. C'est pas ça? Elle dit oui. Il dit, mais ma soeur, est-ce que Dieu a dit son dernier mot? Elle dit non, Keïta. Elle dit, Keïta, je regarde mon papa, je suis dépassé. On nous a dit de rentrer, que l'hôpital ne peut rien faire pour lui. Je dis, c'est ce qu'on vous a dit? Elle dit oui. Je dis, il est où? Elle dit, on est rentré avec lui à la maison. J'ai dit, il souffre de quoi? Elle m'a dit. Je dis, bon, voilà le produit. Voilà le coût. Elle a acheté, elle a envoyé. J'ai dit, parce que tu te bats pour ton papa, je vais t'accompagner. Parce que je vais avoir aussi la bénédiction de ton papa. Les gens ne savent pas que Keïta est très malin. Chaque fois que les gens m'interpellent, je vais acheter un produit pour mon papa. Je fais tout pour mettre moi-même ma participation dessus, mon bonus, pour que je puisse avoir bénédiction aussi. C'est ça qui fait la force de Keïta. Tout à l'heure, vous avez écouté la Awa. Elle dit, celui qui va chercher les bénédictions partout. Donc moi là, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Quand il y a possibilité de prendre, je prends. Peu importe la somme que je vais perdre. D'ailleurs, ce n'est pas une perte, c'est un investissement. Mais un investissement spirituel. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, mettez votre argent, votre fortune auprès de Dieu où ça ne va pas
tarir. Mais quand vous allez les mettre dans les banques, ah, ah, et vous croyez que c'est sécurisé, ce ne l'est pas. Et moi, je parle et je marche conformément aux exigences de Dieu. Voilà. Donc, j'investis et je garde mon argent auprès de Dieu. Alors, donc, ainsi dit, la dame, quand on a parlé, elle a reçu le traitement et elle a commencé le traitement. Il y a un idiot qui est là. Si les garçons, si tu es garçon, là, hein, attendez, je vais rentrer dans mon Facebook. Si tu es garçon, il faut écrire encore volume. Je vais te bannir, tu ne sauras même pas comment tu as quitté mon direct, idiot. Je vous ai dit, quand vous avez vos vieux téléphones là, ne venez pas m'emmerder ici. Volume. Je suis ton camarade. La qualité de l'image que tu vois là, tu crois que ça a quelque chose à voir avec les plaisanteries que tu vas regarder sur les différentes plateformes? À l'exception de Alain Foucault, Nathalie Yam, qui a la qualité de l'image de Keïta, même pas France 24, idiot. Viens me parler encore de son ici. Je vais te bannir, tu vas voir. Impoli que tu sois. Alors, la dame, je ne savais pas qui lui avait donné mon numéro. Mais quand je l'ai eu hier au téléphone, elle était toute heureuse. J'ai dit waouh. J'ai dit waouh. Non, laissez-le. Il ne sait pas à qui il a fait. Maudit à que tu sois. Il faut parler encore. Je vais le rentrer dans mon WhatsApp, faut parler dans mon Facebook. Faut parler. Je vais te bannir, tu vas voir. Ridicule personnage que tu sois. Alors la dame, elle était tellement contente. Permettez-moi, je vais rentrer dans le volume, dans les choses, dans les commentaires. Faut parler. Je suis la personne dans le volume, dans les choses. Attendez, je vais rentrer dans les commentaires. Voilà. Maintenant, tu es garçon, il faut parler. Je vais te bannir, tu ne sauras même pas comment tu es parti. Alors, la dame toute contente, elle me dit, Keïta, en fait, le vieux, il a le cancer. Il a le cancer. Et on l'a libéré de l'hôpital parce que l'hôpital ne pouvait pas. Ils ont dit, on ne peut pas. Qu'est-ce que Keïta a toujours dit? Que Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Si la médecine échoue et que c'est de la volonté de Allah, le très miséricordieux, que vous soyez guéri, le dame, ça va vous guérir. Dites à Alassane Ouattara, comme il a cancer de la gorge, là, selon Christian Pi, il n'a qu'à venir. Oui, je lui vends un seul sachet à 1 milliard. S'il peut payer, il n'y a pas de problème. Alassane Ouattara seulement, je lui vends mon sachet à 1 milliard, il sera guéri. Au lieu de prendre l'argent des Ivoiriens pour aller dépenser toujours là, dépenser kérosène, dépenser l'argent. Alassane Ouattara, moi j'ai un médicament pour ton cancer de gorge. Si tu as, il faut déposer 1 milliard, et te guérir tout seul. Wallah, par la grâce de Dieu. Alors donc, on revient aux choses sérieuses. La dame de Keïta, mon père, ça va très bien. Elle dit, il y a une amélioration, tu ne peux pas imaginer. Il y a des jours, je regardais mon papa et puis je pleurais avec lui, tellement le vieux souffrait. Tu ne peux même pas toucher au pied du papa. Tu le touches, il crie. Mais aujourd'hui, elle dit, le vieux se lève, il marche. Il mange. Le jour où elle m'appelait, elle avait peur parce qu'il avait arrêté de manger. Il ne pouvait plus manger. Je dis bien, il ne pouvait plus manger. Et aujourd'hui, il mange. C'est le Damsa qui a l'origine. Et tenez-vous bien, je ne vous ai pas encore donné le scoop. Elle dit, Keïta, est-ce que tu sais qui nous a donné ton numéro? J'ai dit, aïe, c'est pas toi-même qui as pris mon numéro. Elle dit, non, c'est pas moi. J'ai dit, alors on me dit. Elle dit, c'est le docteur traitant de mon père qui dit, il y a un monsieur sur les réseaux, c'est Keïta. Appelez-le. Nous, ici à l'hôpital, on ne peut plus. Mais le monsieur l'a appelé-le. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est le médecin traitant du papa de la grande dame qui a donné mon numéro à la dame. Elle dit, il faut appeler Keïta. Nous, on ne peut pas. Allez à la maison, appeler Keïta. Et aujourd'hui, je dis un grand merci à ce médecin, à ce docteur, qui est en train de... Moi, je dis au docteur, ne soyez pas complexés. Vous exercez une fonction à partir des connaissances que vous avez reçues à l'université, dans les différents départements. Si vous n'êtes pas en mesure de soigner, acceptez de reconnaître les limites de la médecine que vous appliquez. Orientez vos malades vers nous pour que nous puissions les soulager. Si il est dit que quelqu'un doit guérir et que vous ne pouvez pas guérir la personne, je vous en prie, monsieur les docteurs ou pharmaciens, ne faites pas de la rétention. Donnez mon numéro pour qu'on nous contacte.
Je suis heureux de partager aujourd'hui l'expérience de ce médecin qui m'a écouté et qui a dit à son malade, je ne peux pas, la médecine ne peut plus. Appelez Keïta. C'est le 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. Ça, c'était la première information que je voulais partager avec vous. La deuxième information, c'est par rapport à mon jeune frère Abdul Diak. Tout à l'heure, quand je suis entré, j'ai vu que il dit à des plaisantins qui sont en train de se donner à un petit jeu. Il parle de la démission du chef d'état-major des forces armées du Mali. Alors, je vais vous dire une chose rapidement avant qu'on ne commence avec Assimi Goïta. La guerre de la communication, elle est importante. Vous voyez ici pourquoi je dis que c'est fondamental pour moi de m'exprimer tout le temps en français depuis un certain moment. Quand vous regardez ce qui est écrit, ce n'est pas en bambara que c'est écrit, c'est en français. Je dis bien, ce n'est pas en bambara que c'est écrit, c'est en français. L'objectif, c'est le même objectif qui est recherché aujourd'hui avec cette incursion russe. Je dis incursion russe, incursion ukrainienne à Koursk, je crois, cette région frontalière Russie-Ukraine. Quand vous regardez de près, les Ukrainiens sont en train de mourir et c'est pitoyable parce que c'est avec des images à l'appui. Mais quand vous allez écouter la presse occidentale, vous avez l'impression que dès demain matin, Zelensky va aller déjeuner au Kremlin, c'est-à-dire c'est fini pour la Russie. Quand vous les écoutez parler. Donc il y a cette guerre offensive de la communication. La même offensive terroriste médiatique au Mali, c'est la même chose aujourd'hui en Ukraine. Le chef d'état-major des forces armées, jusqu'à preuve du contraire, par la grâce de Dieu, bénéficie 1. de la confiance de Dieu, 2. de la confiance du peuple malien, 3. de la confiance du président Assimi Goïta. Et il reste et demeure à sa fonction. Rien au monde ne le fera partir, à moins que d'autres charges lui soient proposées, ou du moins qu'il souhaite autre chose ou qu'il propose autre chose. Pour le moment, il a la confiance de ses hommes, c'est-à-dire les militaires. Il a la confiance de la hiérarchie militaire. Il a la confiance du ministre Sadio Kamara, qui aujourd'hui est en train de faire des achats pour le Sahel. Il a réussi. Vous savez que c'est... Il allait regarder les dernières technologies. Ça doit être en train d'acheter quelque chose. Je vous ai dit il y a longtemps que la guerre contre le terrorisme est finie il y a longtemps. Maintenant, les armements que nous allons acquérir n'ont rien à voir avec les armes que nous avons utilisées pendant un temps contre les terroristes. Les nouvelles armes qui viennent, c'est pour avertir tout belligérant, tout pays, quel que soit le pays. Tu peux t'aventurer si tel est ton désir. Mais les risques seront énormes. On va parler de ça si on a l'opportunité. Alors, le chef d'état-major des forces armées, il a le soutien de son ministre Sadio Kamara, il a le soutien du gouvernement tout entier, à leur tête Shogel Kokala-Maïga, il a le soutien du président Assimi Goïta, et au-dessus de tout, il a le soutien indéfectible et inconditionnel du peuple malien. La manipulation de l'information, la manipulation médiatique, le terrorisme médiatique, c'est ça. Mon ami, si c'est faible à cause de Dieu, il faut te déconnecter. Tu n'es pas obligé d'être là. Est-ce que vous pouvez m'arrêter ces histoires de police? Je n'ai pas envie de bannir quelqu'un, mais vous insistez, je vous envoie. Suivez ça ailleurs. Tu es obligé de m'écouter. Tu es obligé d'être là. Si le volume n'est pas, il faut sortir. Est-ce que tu es obligé? C'est quel problème ça qu'elle a là? Tu viens chez quelqu'un, il te donne à soi. Non, ton tabouret là est comme ça. Mais est-ce que tu es obligé de t'asseoir là-bas? Tu viens chez lui, est-ce que tu es obligé? Tu dis, ta chaise est sale. C'est sale. Mais il faut sortir. Qui t'a dit d'asseoir? Bon, mon ami, tu n'attends pas, non, à cause de Dieu, il faut partir. Hein?
faut partir. J'étais obligé à m'écouter. Ça veut dire quoi ça? Volume, volume. Si tu es garçon là, il faut venir toucher à mon volume ici. Alors, donc, le chef d'état-major, je répète, a la confiance du peuple malien, du président Assimi Goïta, du ministre Sadio Kamara et de toute la hiérarchie militaire. N'en déplaise aux manipulateurs corrompus, ces déracinés, dévergondés, ces Africains qui sont Africains malgré eux. Donc, il faut les laisser. Les gens qui ont des vieux téléphones, c'est-à-dire qu'il y a des gens, moi là, un téléphone ne fait pas 6 mois avec moi. Les gens me connaissent pour ça. Mon téléphone ne fait pas 6 mois. On dit que je dépense trop en gadgets, logiciels, tous ces autres-là. Ça, c'est vrai, je dépense beaucoup déjà. Moi, quand le téléphone fait 6 mois, pour moi, c'est déjà vieux. Donc, il est bon, pas au garage, mais pour Gaussou. Gaussou, actuellement, là, il a tellement de iPhone, mais je refuse de lui donner parce qu'il a encore jeune. Alors, toi, tu veux m'emmerder quand un téléphone sort. À peine ça sort, j'achète 6 mois après, je change. Tu veux me parler de volume. Si tu es garçon, là, il faut me dire à quoi volume. On ne joue pas dans la même classe. Si tu n'as pas les moyens de t'acheter ce qu'il te faut, il faut te taire. Tu viens à la cérémonie des gens, je veux que l'enfant porte mon nom. Toi, tu es qui et puis l'enfant va porter ton nom. On t'a invité ici. Il faut continuer. Tu vas sortir sans savoir comment tu es sorti. Donc, le ministre Sadio Kamara dit, confirme, insiste, persiste et signe. Le chef d'état-major a la confiance et du président et de la hiérarchie militaire et de son département et du peuple malien. Donc, ceux qui veulent se masturber intellectuellement, donnez-moi une seconde. Je vais dégager. Il y a des gens. Donnez-moi une seconde. Je vais dégager. Il y a des gens que je dois dégager, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Attendez, comme vous êtes un idiot, moi, je ne suis pas votre camarade. Maintenant, je supprime seulement, juste pour vous dire que vous êtes idiot. Maintenant, je vous attends. Si vous reculez, je vous bannis. C'est tout. Attendez. Lui, comme c'est une provocation, il va aller faire ça ailleurs. Ok, merci. Voilà. Merci. Ok, ici. Donnez-moi une seconde. Il y a ce gars-là que je dois dégager là. Alors, donc, vous comprenez que si ce petit jeu auquel se livrent ceux qui disent que le chef d'état-major est ceci et cela, bon ben, ils sont libres. Hein? Ils sont libres. Alors, on continue. On va d'abord revenir ici rapidement et puis écouter le président Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il a dit. Qu'est-ce que le président Goïta a dit? On va l'écouter et puis on va parler. Non, monsieur le président, c'est pas là-bas d'abord. Ça, c'est sur la justice. On n'est pas là-bas d'abord. Voilà, c'est ici. On va écouter ça. Ici, le président Goïta, comme on l'a dit, la langue française n'est plus la langue officielle, mais la langue du travail. Puisqu'il reçoit ses concitoyens. Il est en face de ses concitoyens, comme dans tout pays. La solennité constitutionnelle demande au président de faire usage d'une des langues nationales. Il décide aujourd'hui de s'exprimer en bambara. Je me ferai le devoir de retranscrire de façon audible ce qu'il dit, puisque c'est un instrument de travail. Donc, je vais utiliser l'instrument de travail, qui est la langue française, pour traduire les propos du président qui ont été exprimés dans une de nos langues officielles. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Je répète. Je vais utiliser
la langue de travail qui est le français pour traduire les propos du président Assimi Goïta qui ont été traduits, qui ont été prononcés dans une de nos langues officielles. Ça va? D'accord, ok. On ça va. Faux frontière. What is your lakana so kono ya lakana so ko an. Donc pour ça qui dans lakana faux frontière. Ah dai. Il dit, il a cité le nom de certaines villes. Mais si vous voulez apporter la sécurité dans votre pays, vous devez aller sécuriser les frontières de votre pays. À cet effet, je vous invite à aller écouter la dernière intervention de Nathalie Yam. C'est pourquoi je dis, je prends plaisir à écouter cette dame, parce que sa tête là, ça travaille. Elle a fait un travail extraordinaire, vous pourrez retrouver, par rapport à la sécurisation de la frontière algérienne. Comment l'Algérie a barricadé toute sa frontière. Si vous vous souvenez, à la prise du pouvoir d'Assimi Goïta, j'avais dit qu'il serait intéressant pour la transition à l'époque de barricader notre frontière avec la Côte d'Ivoire. J'avais même dit même avec le Niger, parce qu'en ce moment, le Niger était encore avec Bazoum. Et vous voyez que ici, ce que le président essaie de nous faire comprendre, pour sécuriser le Mali, il faut obligatoirement et nécessairement sécuriser les frontières du Mali. Peu importe le pays avec lequel nous avons frontière, à l'exception des deux pays frères avec lesquels nous sommes dans une confédération, c'est-à-dire le Niger et le Burkina. Donc, le Mali doit sécuriser sa frontière avec l'Algérie, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, je crois le Sénégal et bien d'autres pays encore. Mais ici, il dit il est important. Mais pourquoi il insiste sur la sécurité? Pour vous permettre de bien comprendre, parce que je vais vous laisser écouter, parce que chaque fois, interrompre, ce n'est pas intéressant. Quand il va finir de parler, je vais essayer de faire un condensé des propos du président et puis développer, analyser, décortiquer pour que vous compreniez très bien. Vous savez pourquoi je veux vous faire écouter ça? Vous allez comprendre tout de suite. Mais je vous laisse d'abord écouter le président et puis on revient. Ate ko frontière en fait. O be ga jamana na kana. Donc atenya ali bi barato mun do angula sabati. Maintenant même amu fo en honneur de gens comme nous. Tamashi kilete, arabu kilete, probora kilete, bamanan kilete, nyan kilete, na kasba kilete. Comme bon. Allez, Keita, tu as dit, mais pourquoi tu arrêtes? J'arrête pour une bonne cause. Ici, il dit, ce qui se passe dans le nord du Mali, on veut vous faire croire que c'est une guerre par rapport à une ethnie. C'est faux. C'est pas vrai. On veut nous faire croire que c'est par rapport au djihad. C'est faux. Mais pourquoi il y a cette guerre dans le nord du Mali? J'ai toujours dit que l'armée américaine, c'est elle qui garantissait le dollar. Puisque le dollar américain était endossé au pétrole. Qu'est-ce que le sous-sol américain peut apporter aux États-Unis? Parce que souvent aussi, c'est cette réalité qu'on vous cache. C'est cette réalité qu'on ne vous dit pas. Pour quelqu'un qui a fait les États-Unis comme moi, et je voudrais bien qu'on me dise que le sous-sol américain est potentiellement riche, ce qui est absolument faux. Oui, dans le Texas, il y a des puits de pétrole. Dans certains États, il y a des gisements de gaz. Mais attention, l'exploitation de ce gaz est hautement risquée.
C'est ce qu'on appelle le gaz de schiste. Il faut faire exploser les roches pour aller extraire le gaz. C'est extrêmement compliqué et extrêmement cher. Le pétrole, Oufou il a dit, vous l'avez entendu, les Américains n'en ont pas suffisamment. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle la protection et ils ont permis une exploitation minimale. Et le gros de la consommation, c'est la monarchie du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tout ce que vous connaissez, hein, je ne peux pas citer tous les pays ici, vous les connaissez. Mais pour que l'Amérique puisse avoir le pétrole du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Koweït et de tout ce que vous connaissez, c'est parce que l'Amérique a une puissance armée. Et Assimi va développer ici sans dire les États-Unis. Les États-Unis se sont proposés d'apporter la sécurité et en Europe et dans le Golfe. Mais en contrepartie, les Américains ont besoin de matières premières pour leur entreprise, pour leur économie, pour faire tourner leur monnaie. C'est pourquoi le dollar a été imposé comme monnaie d'échange, comme monnaie universelle dans tous les échanges dans le monde. C'est maintenant que les choses sont en train de changer. Sinon, le dollar a toujours été imposé comme monnaie de transaction internationale. Mais qu'est-ce que le dollar a de si particulier? Ce n'est pas l'économie américaine, arrêtons de mentir. Non. Quand je vous dis la puissance militaire américaine, mais attention, ne voyez pas seulement en cela l'armée, la CIA, le FBI, les services secrets, les missions secrètes, la pression sur tel. Et c'est cette armée-là qui a permis d'imposer le dollar. Donc, ils utilisent cette monnaie, le dollar, pour oppresser les pays pauvres. Et si vous voulez les soutenir, ils vont déployer leur puissance militaire tout de suite. Donc, ce n'est pas parce que les Américains ont l'argent, ce n'est pas parce que c'est pas parce que les Américains ont une monnaie. Non. Regardez, je vais vous donner un exemple rapide. La semaine dernière, le Japon a décidé de se libérer des bons du trésor américain. Ça a créé la panique aux États-Unis. Et le dollar a chuté sur le champ. Alors, tous ces pays-là ont ce qu'on appelle les bons du trésor américain. La Chine. Ouais, les Américains, quand ils font la grande gueule, et la Chine dit, ok, je vais me débarrasser des bons. Tout de suite, l'économie américaine va plomber. Donc, quand ils menacent la Chine et que la Chine sort la carte des trésors, des bons des trésors, les Américains se calment. Quand le Japon a décidé de mettre les bons sur le marché, qui allait acheter? C'était les Russes et les Chinois qui allaient acheter. Donc, c'est eux qui vont détenir l'économie américaine. Est-ce que vous commencez à comprendre quelque chose? On va écouter le président Goïta. Donc, écoutez maintenant. Atira ko tamashe de kogadi ko arabu de kogadi ko sura de kogadi ko bamana kogadi ko de kogadi gere mo shi komando bu bana ka sura yina ni sini sale kile 100 ans boga sanu bonor la sanu maga boggo sanu maga boggo yal 100 ans ne ma yeku yo so glenjo 100 ans mai go so glenjo. Il dit ceux qui sont venus avec toutes leurs armées. Vous croyez que c'est parce qu'ils aiment les tamasheks, les sourailles et autres dans le nord? Non. Ils ont une visée, la visée impérialiste, piller notre économie. Pendant plus de 10 ans, l'or au Gao était extrait. L'or à Kidal était extrait. Mais quand vous regardez Gao et Kidal, est-ce qu'on peut nous montrer une seule école qui a été construite après 10 ans d'exploitation de l'or de façon clandestine, le vol et le pillage? Ça, c'est le Mali qui subissait. Vous êtes au courant de ces conteneurs qui sortaient de l'aéroport. Et je me rappelle, il y a l'histoire d'un policier qui était, je crois,
petit frère ou le grand frère de quelqu'un que je connaissais comme ça, on causait. Il dit, mais le gars, on l'a arrêté pas, on l'a mis en prison. Hein. Non seulement il a été radié des effectifs de la police, mais on l'a mis en prison. Pour la simple bonne raison qu'il s'était opposé à ce que les conteneurs soient chargés sans vérification. C'est Ibrahim Baka qui était appelé à son âme, qui était au pouvoir ce jour-là. Ibrahim Baka Keïta. Donc, l'or qui était volé, exploité clandestinement, volé et fait sortir clandestinement du Mali, c'était avec des fils maliens. Ce sont ces mêmes Maliens qui sont tapis en Côte d'Ivoire et qui mentent. Parce que quand vous dites, par exemple, qu'on a fait sauter le chef d'état-major ou le chef d'état-major a rendu sa démission, quel est l'objectif recherché? Qui véhicule ces informations mensongères? Ce sont ces politiciens qui sont tapis en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire, j'étais étonné même, je regardais comme ça une émission. Il y a un jeune homme là, je ne sais pas trop l'émission, c'était hier soir, hein, j'étais un peu fatigué, je regardais comme ça avant d'aller me coucher. Et j'ai pas trop retenu le nom de la plateforme, mais j'ai vu qu'il y a un jeune homme qui posait la question, il y a un autre qui répondait à Barbara. Et ils ont dit qu'il paraît qu'il y a un général de l'armée malienne, je crois qu'il a la retraite, un truc comme ça, qui est membre du CNP et qui a dit qu'il faut liquider Alassane Ouattara. Et j'ai été étonné de voir le jeune homme qui a posé la question, que et si Alassane Ouattara venait porter plainte contre le monsieur au Mali? J'ai dit Subhanallah. Ça, c'est des Maliens qui. Lui, il s'est dit peut-être qu'il se met dans la peau de certaines personnes, parce que le journalisme, c'est ça. Vous vous mettez dans la peau d'autres personnes pour poser des questions que tout le monde aimerait poser. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas. Alors, quand vous êtes devant la personne, donc vous êtes la voix des sans-voix. C'était la première question. Et deuxième question, il dit que les gens se sont étonnés pourquoi la justice malienne ne s'est pas autosaisie. J'ai dit Subhanallah. Dans le pays d'Asmi Goïta, je ne vais pas manquer de respect à un juge ou à un procureur. Parce que nous, on va attaquer Ouattara. Et puis, juge ou procureur, tu as dit pourquoi on a attaqué Ouattara? Bon, on attend de voir ce jour-là. On attend de voir ce jour-là. Alassane Ouattara est le plus grand criminel de toute l'histoire. Toi, le juge ou le procureur, si tu penses que tu es suffisamment aguerri et que tu es devant Ouattara, il faut prier Dieu pour ne pas croiser le chemin de Ouattara. Parce que personne n'a jamais rendu service à Ouattara et puis il est resté vivant. Soro Guillaume, aujourd'hui, là, il est en train d'errer dans le monde. Il est devenu sans domicile fixe. Soro Guillaume est devenu SDF. À cause de qui? Alassane Ouattara. Et ce qu'il avait acquis, même avant l'accession d'Alassane Ouattara, au pouvoir, lui a été arraché. Donc, si vous voulez faire le travail de Ouattara, là, parce que pour défendre quelqu'un, il faut connaître d'abord la moralité de la personne. Pour défendre quelqu'un, c'est là-bas même que j'ai appris qu'on appelle Alassane Ouattara Tchoroba Nyamakuji, je crois. Hein. On l'appelle Nyamakuji là-bas. Les jeunes maliens, là. Ils ont surnommé Alassane Ouattara Nyamakuji. Alors, mais pourtant, Abdoulaye Maïga a parlé d'Alassane Ouattara, le dromadaire qui se moque de quoi? Du chameau. Le dribbleur qui dribble tous les joueurs et qui garde le ballon. C'est pas Abdoulaye Maïga. Donc, si un procureur ou un juge, il n'a qu'à commencer par Abdoulaye d'abord, si les garçons. Hein? Nous, on se bat pour le Mali contre quelqu'un qui veut détruire le Mali. Et puis, il y aura des gens ici qui vont. Peut-être que c'est de l'extérieur, ils vont parler, mais ce n'est pas pendant qu'ils sont au Mali, en tout cas. Parce que là, les Maliens vont te réveiller chez toi à la maison ou devant ton bureau pour te poser la question. Tu es Malien ou tu es Ivoirien? Si tu dis que tu es Ivoirien, ils vont te dire pardon, prends tes bagages, on t'accompagne à l'aéroport et puis tu vas aller dans ton pays. Si tu dis que tu es Malien, ils vont te poser la question, tu es Malien. Donc, ce qu'il a fait au Mali, ce qu'il a fait au Niger et au Burkina, tu es d'accord avec ça? Les 49 mercenaires n'ont pas servi de leçon. Les morts au Niger ne t'ont pas servi de leçon. Parce qu'à ce procureur ou à ce juge-là, la moralité sera posée. Quelle est votre moralité en face d'un assassin?
vous allez le défendre contre votre propre intérêt dans votre pays. On attend ce jour-là pour voir. Alors, les gens posent des questions, je pose la question, pourquoi ils me posent ces genres de questions? Parce que ces jeux-là, c'est embêtant. Pour moi, en tout cas, je trouve que ce n'est pas correct. On va continuer. Écoutez le président Assimi Goïta. Ici, il a une idée en tête, un objectif, une vision bien claire. Mais pour arriver là-bas, pour vous permettre de bien comprendre ce dont il est question, Assimi Goïta, il trace les sillons et puis il dégage la voie pour permettre à chacun d'avoir une visibilité. Ce qui se joue dans le nord du Mali, on l'a toujours dit, ce n'est pas le combat d'une ethnie contre une ethnie, d'une religion contre une religion. Ce n'est pas au nom de l'islam. Pendant plus de 10 ans, l'or était volé à Gao et à Kidal. L'État malien n'a jamais perçu un centime de ce or qui était volé et pillé. Alors vous comprendrez avec moi que lorsque le général Lecomte de l'armée française dit qu'un jour ou l'autre, il va falloir aller, si nécessaire, avec nos armées, reconquérir ces pays. Quand je vous dis d'aller écouter Nathalie Yap, c'est important. Je vous en prie. Elle a fait une publication où elle a fait un regroupement d'intervention du président, paix à son âme, Félix Houphouët-Boigny, et du général de Gaulle. Je ne te souhaite pas paix à ton âme parce que tu as été incriminé dans tous les cas, que tu brûles en enfer de Gaulle, entre le président de Gaulle et le président Houphouët. Mais Nathalie allait fouiller loin. Les propos d'Houphouët, quand vous allez écouter ça, ce que Assimi dit, je sais que beaucoup de gens vont m'écouter, je vous demande d'aller fouiller l'intervention d'Houphouët. La vidéo c'est en blanc noir, à l'époque il n'y avait pas encore la couleur ici en Afrique parce que c'était en 58, c'était en 58, oui, 58-59, Houphouët était ministre délégué à l'Élysée. Houphouët a dit, le Sahel est une mine d'or qui ne doit pas échapper à la France. Je répète, vous avez bien compris. Houphouët-Boigny dit, en 58-59, c'est avec Nathalie que j'ai vu ça. J'ai toujours su que Houphouët avait causé des torts. J'ai toujours su que Houphouët, je vous ai toujours dit que le vieux, au seuil de sa mort, a essayé de se repentir. Il a essayé de se racheter. En tenant des propos. En essayant de remettre en cause tout ce en quoi il a cru. Hein. Avec De Gaulle, Houphouët a dit, on ne peut pas perdre le Sahel. Le Sahel, c'est le poumon de l'économie européenne, non, française, autant pour moi. Est-ce que vous comprenez ce que c'est pas vrai? Parce que, bien Yamakou dit merci beaucoup. Alors, vous voyez ici, je vous en prie, écoutez très bien et ne perdez pas votre temps à lire souvent des commentaires qui ne vous avantagent pas. Les gens peuvent perdre leur temps à écrire des commentaires kilométriques, même si c'est pour me féliciter. Franchement, on n'en a pas besoin. Vous pouvez faire ça peut-être après. Mais ici, là, quand vous écrivez là, qu'est-ce que vous retenez de ce que je dis? Rien. Rien. Et après, c'est vous qui allez peut-être chercher à me contredire. Alors que ce que j'ai dit vous a échappé. Quand vous venez suivre un direct, ce n'est pas la peine de faire des commentaires kilométriques. Ça ne sert à rien. Vous voulez montrer que vous savez écrire, les gens s'en fichent parce qu'ils ne vont pas lire votre commentaire jusqu'au bout. Les gens, ce qui les intéresse, c'est la voix qu'ils entendent. C'est la voix qui parle. C'est ça qui les intéresse. Ce n'est pas à cause de vos commentaires qu'ils vont payer des forfaits pour venir. Non, ils n'ont pas le temps pour vous. Ils ont le temps pour écouter celui qui les intéresse, c'est-à-dire celui qui est en face d'eux, en l'occurrence Keïta. Donc les longs commentaires, gardez ça dans vos peut-être discussions entre amis, au quartier, au travail. Voilà, vous pouvez développer votre argumentation là-bas. Mais quand vous venez sur des directs, évitez d'être distrait à vouloir démontrer que vous comprenez ou vous ne comprenez pas. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, personnellement, vous ne pouvez jamais convaincre. Comme ça n'a jamais été mon intention de convaincre quelqu'un. Mais pour que vous puissiez discuter de ce que dit Keïta en bien ou en mal, il faudrait que vous écoutiez ce qu'il dit. Quand vous perdez votre temps à faire des commentaires kilométriques,
Et après, vous allez essayer de dire, ah, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Tu as compris quoi? Tu as saisi quoi? Tu as quoi comme bagage intellectuel? Ça ne sert à rien. C'est les idiots qui font ça. Enfin, ceux qui veulent attaquer Keïta. Pas nécessairement tous ceux qui écrivent des longs commentaires, non. Si je dis j'ai menti. Mais je parle surtout des idiots qui veulent prouver qu'ils connaissent, alors qu'ils ne connaissent rien. Hein? Voilà. Alors, ici, Assimi Goïta est en train de faire une démonstration de l'histoire. Et Nathalie Yam, quand j'ai écouté et suivi, moi je ne suis pas rancunier, vous savez. Hein. Si elle fait bien, je dis elle fait bien. Si elle fait mal, je tape dessus. Le jour où elle a soutenu Mamadou Koulibaly par rapport à cette histoire d'économie, quand Mamadou Koulibaly est en train de critiquer le Sahel, j'ai dit Mamadou Koulibaly, pardon, tu as doctorat d'économie, mais ici, là, tu as tout faux. Nathalie Yam, ton mentor là, il a tout faux. J'ai fait ça avec lui. Donc si elle fait bien, je dis elle fait bien. Si elle fait mal, je dis elle fait mal. Si Foucault fait bien, je dis fait bien. Si Alain fait mal, je dis Alain fait mal. Si Franklin Yamsi fait bien, il fait mal, je dis mon frère, tu as pété ici, là, tu n'as rien dit dedans. Le jour où il a dit Assimi, il n'était pas prêt là, je lui ai dit petit, tu as menti, c'est toi qui l'as. Mais aujourd'hui, là, c'est pas lui qui va à Talago d'Assimi Goïta. Keïta est droit dans ses bottes. Le jour où il a dit Assimi Goïta n'est pas prêt. Ça, c'est Franklin. Hein? Ça y est, encore sur sa page, vous pouvez retrouver ça. Je lui ai dit petit, tu as menti. Ici, là, si tu viens avec ça, je vais t'allumer, tu vas te ressaisir. Mais aujourd'hui, il fait à Talago d'Assimi Goïta. Mais Keïta est resté toujours le même. Mamadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale, le mentor de Nathalie. Aujourd'hui, on voit que là, il est en train d'évoluer, mais pas selon sa volonté. Hein. J'ai dit, je n'ai pas fait économie, mais ici, là, mon frère, tu as menti. Donc, quand Nathalie fait bien, celui elle a bien fait. Et ici, elle allait chercher une vieille intervention de fouille, un vieux document, une vieille vidéo de fouille, où Oufouille dit, on ne peut pas accepter. Non. Et ce jour, Oufouille a parlé comme un Français. Non. Français, on ne peut pas accepter ça. Il dit, subhanallah. J'ai regardé. Je vais peut-être faire le devoir après cette intervention. Je vais aller récupérer sur la page de Nathalie. Et puis, je vais faire sortir les propos d'Oufouille. À une prochaine intervention, je vais vous faire écouter comme j'ai fait pour Donald Trump. Là. Je vais vous faire écouter ce que Oufouille a dit. Oufouille dit, nous, Français, on ne peut pas accepter que le Sahel... Donc, la déstabilisation du Sahel, ça, il y a bien longtemps, avant même l'indépendance du Sahel, des États du Sahel, avant même deux indépendances. Je vous ai dit une fois que la plus grande réserve au monde dans le sous-sol se trouve dans le Sahel. Assimi va le confirmer. Mais pour que Assimi parle aujourd'hui, pour dire que nous sommes riches, que tous les Maliens refusent désormais de dire que le Mali est un pays pauvre. Mais avant que Assimi ne le dise, Assimi voulait avoir d'abord des éléments probants, des éléments concrets pour dire que le Mali est riche. Mais est-ce que Keïta a attendu ces éléments-là pour dire que le Mali est riche? Est-ce que Keïta a attendu les éléments? Assimi dispose d'éléments que moi je ne dispose pas. Mais j'ai toujours dit, si ce que je dis, je le répète, parce que répétition est pédagogique, si ce que je dis est l'inspiration de Allah, subhanahu wa ta'ala, wallah billahi, vous n'allez pas fermer les yeux sans que cela ne se matérialise devant vous. J'ai dit le Mali est un pays pauvre, on n'a jamais été. Le Mali est un pays riche, on n'a jamais été pauvre. Le Mali n'a jamais été pauvre. On nous a fait croire qu'on est pauvre pour nous voler. On nous a fait croire qu'on est pauvre pour nous donner aide au développement, aide budgétaire, aide humanitaire. Mais c'est la formule toute classique de l'Occident pour voler et piller. On dit qu'on est pauvre, donc aide budgétaire, aide au développement, aide humanitaire. On n'en a pas besoin. Nous sommes plus riches que vous ne pouvez l'imaginer. Dieu a enfoui des richesses pendant, c'est-à-dire que des centaines et des centaines d'années, on va exploiter. C'est-à-dire que même après 200 ans, on n'aura pas fini d'exploiter la moitié de ce que nous avons dans notre sous-sol. Même 200 ans après, on n'aura pas fini d'exploiter ce que nous avons dans notre sous-sol. Ne serait-ce que la moitié. Même 200 ans après.
On n'est pas en train de vous parler, on n'est pas en train de se battre. Moi, j'ai parlé parce que j'avais la certitude. J'ai parlé parce que quand vous avez cette certitude et que l'Esprit de Dieu même vous dit, hey, il faut dire, dis, tu le dis avec toute la confiance. Assimi Goïta, c'est ce qu'il va le dire tout à l'heure, on va l'écouter. Ne vous en faites pas. Je plante à ma manière aussi le décor pour que vous compreniez bien. Donc, ici, Assimi Goïta dit, pourquoi on nous combat? Oufoué l'avait déjà dit en 59. Ne les laissons pas devenir indépendants. Ne les laissons pas se prendre en charge. Oufoué l'avait dit en 59, en 58. Et le général de Gaulle a dit, par tous les moyens, les propos du général de Gaulle ont été repris par le général Lecomte. On ne peut pas, on ne doit pas. Et s'il refuse que nous soyons les... Ce que de Gaulle a dit est grave. On va écouter. Santama nous devons développer là. Nous il fait. Nous go fait. Nous fait. Sans nous avoir 100 ans. Ah, on doit mais faut armée donner machine iran à la baguement. On machine brani. A donner rien. On va s'en ah, il a la jade. Kof là do. Soit ama juan joro là. Anga na fasala eleke. Ata tata manga ko de. Wari ko ni tata manga ko. Na fasala nanga jamana dongal olu ka jena tika o fa mo ta bolo la de. So aba keleke ama sura fam dans sura. Abon tata manga ko. Il dit, le jour où l'armée malienne est entrée à Kidal, parce que dans la pensée occidentale, on n'allait jamais pouvoir entrer à Kidal un jour. Selon la France, l'Union européenne, les Américains, on n'allait jamais pouvoir entrer un jour à Kidal. Mais arrivé à Kidal, on a vu des machines. Dieu merci, ils ont laissé des machines que nous on a gratuitement parce qu'on n'a pas payé pour ça. Donc ces machines-là reviennent automatiquement à l'État du Mali. On a découvert des machines parce qu'ils n'ont pas pu fuir avec ces machines. Ils se sont échappés, ils ont fui, mais ils ont laissé derrière eux beaucoup de traces. Il dit, la souveraineté économique, monétaire, financière, 3 éléments. On ne l'aura pas aussi facilement. On ne viendra pas nous donner cette souveraineté économique, monétaire et financière parce qu'on est assis, on va nous regarder, vous êtes jolis, prenez votre... Donc, quand vous écoutez le président Assimi Goïta, est-ce que les pays qui nous regardent, qui vantent leur performance économique, est-ce que ces pays-là sont véritablement souverains sur le plan économique, monétaire et financier? C'est la question. On a écouté Assimi Goïta, mais quand vous écoutez Assimi Goïta, vous devez regarder autour de vous. Il y a un pays aujourd'hui qui, moi, même si je ne suis pas trop d'accord avec le président, mais je reste convaincu qu'il a fait le bon choix pour son pays. Et ce président-là ne joue pas avec les intérêts de son pays. Paul Kagame. On peut ne pas aimer Paul Kagame. D'ailleurs, il n'a jamais demandé à quelqu'un de l'aimer. On peut ne pas l'apprécier. Il s'en fout éperdument. Mais Paul Kagame a changé la face du Rwanda. Et le Rwanda, à la date d'aujourd'hui, à l'exception de certains pays, bon, les pays du Maghreb, évidemment, l'Afrique du Sud, et puis, je crois, le Mozambique aussi, et puis, quel autre pays là? Le Rwanda, aujourd'hui, est une fierté africaine. On peut ne pas être d'accord avec Kagame. On peut dire tout, mais il a développé son pays. Il a développé son pays. Mais pourtant, le Rwanda n'a même pas de sous-sol. Comment il a fait? Il a mis son génie créatif à l'œuvre. Il allait chercher là où il voulait.
Ce qui s'est passé au Rwanda, c'est ce qui se passe entre deux États et le monde occidental. En 58-59, quand le président Houphouët dit on ne peut pas laisser le Sahel devenir ce que le Sahel veut que le Sahel soit. Un Africain. Un Africain qui vend ses propres Africains aux petits blancs, aux petits colons. De Gaulle dit nos entreprises doivent de façon libre avoir accès aux ressources naturelles, au sous-sol de tous les pays du Sahel. De Gaulle l'a dit. Si vous ne l'acceptez pas, on va vous faire subir par la force. C'est ce que le général Lecomte a dit. C'est ce que l'ancien ministre de l'économie et des finances a dit, un Français. Il va falloir tôt ou tard revenir au Sahel avec les armes. Ici, qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que sans nous, ils ne seront rien. Assimi va le développer. Sans nous, ils ne sommes rien. Mais au lieu de venir au moins avec l'honnêteté, c'est pour vous, parole d'égal à égal. Quelles sont vos conditions? Non. Ils viennent avec un système de 5%. Le système de 5%, avec compensation budgétaire, appui budgétaire, aide au développement, aide humanitaire, mais en même temps, on vous achète ça à 3%, 5%, 6%. Et les 5%, en général, ne vont jamais dans les caisses de l'État. Les 5% vont dans les poches de l'élite. On partage ça entre ceux qui sont au pouvoir. Voilà une réalité bien triste que nous vivons en Afrique. C'est De Gaulle qui a mis cette mentalité où ils acceptent où on va utiliser la force. Et Houphouët, il a été acheté pour vendre ses frères. Je ne sais pas, c'est vrai que vous voyez la carcasse de l'homme couché dans... Il a construit sa tombe, le caveau familial, comme un lieu de pèlerinage, bien entretenu. Vous voyez l'homme qui est là, mais l'esprit est tourmenté. L'esprit du fou, et Dieu seul sait dans quelle tourmente se trouve l'esprit du fou. On voit son corps couché. Mais ce qu'il a fait n'était pas... Non, il n'a pas été un enfant de cœur avec le Sahel, parce qu'il a soutenu l'oppression, il a soutenu le vol, il a encouragé le pillage quand il était ministre délégué à l'Élysée. Je vous invite à aller regarder la dernière publication de Nathalie Yam pour comprendre la gravité de la situation quand Assimi Goïta parle. Est-ce qu'il a eu connaissance des propos de Fouet? Évidemment. Il a un service de renseignement, il a des conseillers. Donc ce que le Sahel vit aujourd'hui avait été déjà annoncé par Houphouët et De Gaulle depuis 58 et 59. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une question de dire quand Azawa de bêtises idioties. C'est pas ça. C'est pas ça. Non. C'est parce que des richesses immenses ont été découvertes. Des ressources incommensurables. On ne peut pas laisser ces gens-là se développer. Mais Assimi a une très bonne nouvelle pour Houphouët, dont l'esprit est en train d'être tourmenté. Aujourd'hui, il se trouve, je ne vais pas envie de parler, je respecte ça. Je ne veux pas offenser sa famille, mais Dieu seul sait ce que son esprit dit aujourd'hui. Mais Assimi a une bonne nouvelle pour l'esprit de Houphouët. Assimi a une bonne nouvelle pour l'esprit de De Gaulle. Et Assimi a une bonne nouvelle pour tous les ratés français qui pensent qu'ils peuvent revenir encore, prendre possession de ce qui nous appartient. Assimi a une bonne nouvelle. On va l'écouter. mais ama me ko be kan ko am su buna am sira ma ko angela ko abeta ala am ke mu ala kan kisi kan to ma donc faut beaucoup de famille ora to teta ali bi anga mela be Il dit on a le choix. Soit on va mener le combat et on ne peut pas mener la guerre sans qu'il y ait des pertes en vie humaine. Il y aura des pertes en vie humaine. On doit être prêt pour l'accepter. Il y aura des handicapés, des blessés à vie. Il y aura des traumatismes. Mais si on veut un Mali meilleur demain, un Mali prospère,
On n'a pas d'autre choix que de se battre. Et ce combat-là, cette bataille, cette guerre, on va la faire. Ce n'est pas moi, oh. Ne m'insultez pas. Le président a dit. On va l'écouter. Il dit toutes les frustrations que nous avons subies en tant que pays, je ne parlerai pas d'État, c'est parce qu'on n'a jamais une armée. On n'avait pas une armée. Qu'est-ce que Keïta a dit? Alors, les idiots qui ont parlé de flamme de la paix de Alpha Oumar Konaré, voilà pourquoi moi je dis, un jour ou l'autre, que ce soit devant la justice des hommes, mais la justice de l'histoire et la justice divine, la justice de Dieu, Alpha Oumar Konaré va rendre des comptes. Soit Alpha Oumar Konaré va rendre des comptes ici et demander pardon au peuple malien avant sa mort. C'est la seule chose que je demande à ce monsieur, l'ancien président du Mali, soi-disant démocratiquement élu. Alpha Oumar Konaré, si tu peux entendre ma voix, si tu entends ma voix, parce que les gens disent des choses, je n'ai pas envie de mentir sur vous pour dire que, effectivement, non. Moi, ce que je dis, monsieur le président Konaré, hein, sortez et demandez publiquement pardon au peuple malien. Parce qu'Assimi Goïta ici vient de démontrer que la politique sécuritaire d'Alpha Oumar Konaré a été catastrophique pour le Mali. Et c'est parce que Alpha Oumar Konaré a détruit l'armée du Mali que le Mali a subi toutes ces frustrations et ces humiliations. Si on avait une armée digne de ce nom, on n'allait pas connaître ce qu'on a connu. On n'allait pas être humilié tel qu'on l'a été. La flamme de la paix, c'est Alpha Oumar Konaré. Quel pays peut se développer sans une armée? Je vous ai toujours posé cette question. Si on vous fait croire que c'est l'or, c'est la quantité de pétrole, c'est bullshit, fucking bullshit. It doesn't work like that. C'est faux. C'est la puissance de ton armée qui fait qu'on te craint. Et il va le démontrer à Assimi Goïta. On a voulu faire croire au président. Non, 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 performance économique, blablabla. Nous, on s'en fout. Demain, là, même le Burkina qui n'est pas encore à la moitié de son équipement, selon Ibrahim, si le Burkina envoie seulement la moitié de son équipement, je vous jure au nom de Dieu que le Burkina va prendre la Côte d'Ivoire. Si le Burkina lance les opérations militaires aujourd'hui, je vous jure au nom de tous messieurs, avant la fin de la journée, demain matin, le Burkina sera au palais présidentiel en Côte d'Ivoire. C'est pas la gueule, oh. Armement, ils sont allés prendre les chars des Français, les blindés des Français pour défiler en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui étaient là-bas, ils ont filmé. Vous parlez de performance économique, vous n'avez aucune armée. Vous parlez de performance économique, vous n'avez rien pour soutenir votre pays. Et c'est pourquoi Alassane Ouattara est en train d'inviter l'OTAN, tous ces merdes-là, parce qu'il veut recréer le principe de l'Arabie Saoudite, du Koweït, de Dubaï, c'est-à-dire eux, ils ont échangé leur sécurité avec les États-Unis, qui étaient leurs maîtres, par rapport à leur prospérité. Mais l'Arabie Saoudite, après 50 ans, il y avait un accord de 50 ans renouvelable. Le presse MBS, il dit jamais. Il dit c'est fini. On ne veut plus être sous la coupole de quelqu'un. On ne veut plus être encore sous la tutelle de quelqu'un. On ne veut plus être protégé par qui que ce soit. On va se défendre nous-mêmes. Donc l'Arabie Saoudite a refusé de renouveler le contrat de 50 ans avec les États-Unis. Et c'est ainsi dans toutes les monarchies. C'est pourquoi la présence du ministre Sadio aujourd'hui en Russie, il n'est pas le seul. Tous les pays du monde, souverains et soucieux de prendre en compte leur défense, ils sont là-bas. Au regard des performances russes, les gens sont allés pour voir les équipements qui ont neutralisé les armes otaniennes en Ukraine. Alors, le président Assimi Goïta va dire, cette guerre, on va la faire. Et elle se fera. On ne sera pas complaisant. On va perdre des hommes, ça c'est clair. Mais cette guerre, on doit la mener pour la gagner. Parce que si on ne gagne pas cette guerre, si on ne fait pas cette guerre pour sécuriser nos réserves, pour sécuriser notre sous-sol, ça n'est fini pour le Mali, ça n'est fini pour le Sahel. Alors, il dit sans une armée efficace, sans une armée performante, sans une armée équipée, vous
vous ne pouvez pas vous développer. C'est faux. Mais cette vérité-là, elle est indubitable. On ne peut pas la discuter. C'est une réalité. C'est une vérité. Vous allez développer, vous allez partir où? Vous allez faire quoi? Et ce qu'il dit ici, il interpelle que nous devons, même à l'état actuel des choses, il faut encore équiper le Mali pour atteindre un niveau militaire, un niveau sécuritaire jamais égalé dans la sous-région. Vous croyez que ces trois présidents-là sont en train de s'amuser? Parce qu'ils savent qu'il y a une guerre qui se prépare, qui n'a pas encore dit son nom. Pour le moment, la première étape de cette guerre, l'Occident est en train de tatuer le terrain. L'Occident l'avait fait avec les terroristes. À un moment donné, ça marchait avec les présidents soi-disant démocratiquement élus. Mais comme ce sont des militaires qui sont venus au pouvoir, donc vous comprenez que la gestion des militaires et des soi-disant présidents sous-préfets de la France installés à la tête de nos États, ils n'ont pas la même vision patriotique. Donc, cette guerre, ils sont en train de mettre toutes leurs énergies d'abord sur les les terroristes. Et ce qui s'est passé la dernière fois avec l'armée malienne et la riposte vigoureuse de l'AES qui a accompagné cela, ils ont compris qu'on a changé. Et en même temps, le Niger, le Burkina, le Mali, ils ont tiré toutes les leçons. Je vous ai dit quoi la dernière fois? Je vous ai dit, quand dans le communiqué officiel, on dit on va tirer toutes les leçons, j'ai dit, préparez-vous, il y a du balèze qui arrive. Et ils ont tiré toutes les leçons et ils ont pris des décisions. Ils ont pris des décisions. Quand Rosatom était au Burkina, ils ont dit il faut installer les centrales nucléaires dans des zones hautement sécurisées. Alors, là où les centrales seront installées, je vais vous donner une petite idée, parce qu'on ne peut pas tout dire sur les réseaux, parce que moi, je ne voudrais pas participer à la déstabilisation du Sahel en donnant certaines informations. Donc, quand je donne mes informations, donc, je me permets, je le répète, je me permets d'aller avec un niveau beaucoup plus raisonnable, pas de tout dire. Alors, quand vous décidez de mettre une centrale nucléaire pendant que des terroristes sont à vos portes, est-ce que c'est un risque inconsidéré ou c'est un risque calculé? C'est un risque très calculé. Ça veut dire que l'espace qui sera déterminé dans un rayon, je donne un exemple bidon, je ne dis pas que c'est comme ça, mais je donne un exemple. Dans un rayon de 50 à 100 km, même une mouche ne peut pas voler là-bas. Le système de sécurité qui sera mis en place, parce qu'aujourd'hui, la construction des centrales d'aujourd'hui, ce n'est pas le même système comme les centrales qui ont été construites dans certains pays occidentaux. Nous nous sommes confrontés au banditisme, au terrorisme. Donc, la sécurité du site, les lieux, comment les sécuriser? Comment mettre en place un système de surveillance? Le satellite que nous voulons avoir, vous croyez que le satellite là, c'est pourquoi? C'est vrai, quand la Russie ou le Japon ou certains pays occidentaux construisaient leurs centrales, les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, là, ces pays-là n'étaient pas confrontés à ces mêmes défis. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a des défis sécuritaires qui n'avaient pas été pris en compte quand ils construisaient leurs centrales. Mais aujourd'hui, le premier défi d'abord, c'est comment sécuriser les centrales pour éviter, pour minimiser les infiltrations ou les attaques. D'abord, il faut travailler sur ça sérieusement. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Les détails, je ne vais jamais les développer ici, même si je les ai. Ça ne se fait pas. Deuxièmement, ces centrales-là ont une importance capitale pour nous, le nucléaire. Et nous disons merci à nos deux chefs d'État. Un président démocratiquement élu ne peut pas se permettre de vouloir construire une centrale tout de suite.
les agressions, les attaques, les insultes, le dérèglement communicationnel va commencer tout de suite. La France va t'appeler pour te dire, tu fais ça pourquoi? Est-ce que non t'a donné l'autorisation? Nous le faisons parce que nous n'avons pas besoin d'attendre ou de recevoir l'autorisation de qui que ce soit. Alors quand Assimi parle ici, il faut que notre armée soit à la hauteur. Si notre armée n'est pas à la hauteur, on ne pourra pas exploiter notre sous-sol. Et si notre sous-sol n'est pas exploité, qu'est-ce que nous allons faire? On va rester encore accroché, aide au développement, aide humanitaire, aide budgétaire, endettement. On va aller où avec ça? Il dit, mais la première garantie pour tout développement, c'est la sécurité. Alors, vous voyez, les présidents démocratiquement élus disent la sécurité, le développement précède la sécurité. Mais ils ne sont pas prêts à dépenser 2% de leur PIB, produit intérieur brut, pour financer leur sécurité. Alors, toi tu dis le développement précède la sécurité. Alors, donc c'est quelqu'un qui a fait la sécurité pour toi. On va continuer d'écouter le président. Donc, à forme, ouais, ni maman fait le frapper là. Oh là là, lui, il a tellement fatigué ici. Alors, donc, le temps que ça revienne, ici, on ne peut pas, c'est ce qu'il dit le président, on ne peut pas, si on n'a pas une armée, si on n'a pas les équipements, si on n'a pas les hommes capables de prendre des initiatives. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation. Le développement ne pourra jamais être fait si nous n'avons pas une sécurité. Et alors, vous avez tous écouté ces officiels français qui disent, d'une manière ou d'une autre, il faut retourner dans le Sahel. Mais c'est ce Sahel-là que vous dites que c'est un pays pauvre. Enfin, ils sont pauvres dans le Sahel. Ils sont enclavés. Des gens, vous pensez, alors vous et moi, nous réfléchissons un peu ensemble. Vous dites, vous êtes enclavés. Vous êtes dans une région désertique. Vous êtes pauvre. Mais en même temps, vous soutenez, vous exigez et vous encouragez la barbarie d'une organisation supposée agir pour que les peuples soient mieux intégrés, une économie commune. Donc, vous avez besoin, nous, de notre sous-sol, mais visiblement, vous n'avez pas besoin de nous, puisque vous avez soutenu et encouragé des sanctions qui n'avaient d'autre objectif et but que de détruire nos populations, de détruire nous-mêmes. Mais par contre, notre sous-sol vous intéresse. Vous savez, si ceux-là, s'ils avaient, je le répète encore aujourd'hui, si ils avaient, je répète une dernière fois, si, je répète une dernière fois, si ils ont les moyens de nous tuer tous et d'avoir libre accès à notre sous-sol, ils vont le faire. S'ils peuvent nous tuer tous pour avoir accès à notre sous-sol, ils vont le faire. C'est malheureux dans ces conditions-là. Vous regardez des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens qui sont fiers dans ces pays-là. Ils sont heureux d'aller se pavaner sur leur plateau de télé. Ils sont heureux de se pavaner entre les différentes, si je peux dire, institutions dans ces pays pour dénigrer leurs propres frères, leur propre pays. Donc c'est un tort
de souhaiter, de vouloir le meilleur pour le Mali. C'est un tort, je répète encore, c'est un tort de vouloir le bien, le meilleur, la réussite et le succès pour le Mali. Ça, je pose la question, quel est le problème? On va écouter encore Assimi Goïta. Ok, on va revenir ici rapidement. Ok. Donc, faut avoir de famille. Ora toi teta alibi anga melade. Ni chitsa ka ni arme na mati. Mona mena baka dona be arme bodi. Na arme la besa ni mona sin sanga. Teta ki arme la. Donc, il insiste, il faut que notre armée soit équipée. Équipée par rapport à nos ambitions. Équipée par rapport aux enjeux. Équipée par rapport à notre objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas d'ambition, vous n'avez pas d'enjeu, évidemment, vous allez avoir une armée comme l'armée ivoirienne, où tous les week-ends, c'est dans les maquis, vous allez les retrouver, courir après les petites filles. Alors, si vous avez des objectifs, vous voulez que votre pays sorte du sous-développement, construire, bâtir des infrastructures dignes de ce nom, vous devez équiper votre armée et prendre votre sécurité en charge. Vous n'avez pas besoin de sous-traiter votre défense, votre renseignement et votre sécurité à des puissances étrangères. Ça sert à quoi que Ouattara invite tous ces idiots-là avec la gueule qui pue aller partout en Côte d'Ivoire? Quelqu'un disait que Ouattara a donné au dîner à l'OTAN. Mais c'est le problème de Ouattara. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. On va continuer d'écouter le président Goïta. C'est une arme taxara. Tu sais, allez, quand vous développez, il se raté. Parce que ni yeso de droit, on a bien d'avoir va sauter. Faut que la gagne dit. Un fois développement fait la tâche, il faut que la gagne. Donc, à forme où on a, ni maman fait le frapper là. On a besoin de ça réunir. Vous tâchez fait. Vous le fait. Vous n'avez pas réunir. Pas vous le faire. Donc, il faut que quand on s'y en a pas, à regarder, on ne fasse pas ça non plus. Mais ni sont morts il y a 100 ans. Ni malheur m'a voir. Ah, on a créé, vous savez que le majoré. Je m'en dois le coup de quoi il faut dire. C'est ça qui est fou là. Il sera 100 ans qu'il faut que ça nous botte. Je m'en dois pas ça là. Ça nous va bien. Après, je m'en ai maintenant. Après, je m'en ai maintenant. Où est-ce que pour l'Atlanta est la terre à fait? Alors, quand vous regardez par exemple, souvent moi je regarde les gens se pavaner, ils vont dans les pays, ils prennent une photo, je suis dans l'avion première classe, je suis à New York, je dis, hé Allah, vraiment moi je suis content, je dis, je bénis vraiment mon Dieu pour ça. Je vous jure au nom de tous mes chers, je ne suis jamais complexé devant quelqu'un. Ça sert à quoi que moi je prenne mes photos et puis les mettre sur les réseaux, je suis ici, je suis ici. En quoi est-ce que ça peut aider le petit gars qui est dans son village, qui n'a même pas mangé toute la journée et qui est à côté de quelqu'un qui rend son téléphone et puis il voit quelqu'un, il dit, ah, n'a fait matin koka maïde, et non, on sait que tu as, non, non, matin maïde, qui dit, il fait ça. Mais tu vas aller faire quoi là-bas? C'est pas des génies qui ont construit. C'est pas des diables, c'est pas des anges qui t'ont quitté aussi pour construire. C'est les hommes à force de travailler. Et toi, tu dis, ah, si je ne vais pas là-bas, c'est pas bon. Ah, voilà le conseil qu'Assimi donne. Donc, à toi, on a jamana, alibi, on a jamana, on a armé la paix. Pour le coup, on a fait un strat, c'est une côté slamona. Sans retour. Non, c'est un peu trop, un peu du sabala, un peu c'est un peu comme. Eh, Mali Niger pour la flèche de là. Beba le fait match pour eux. Mais mon la kana pas la vie. Et quand même le douane continue le fond à la bonne boîte flemme comme ma kono. Vous connaissez mi. Tant que la vie, en ça na so sera non ko. Beba la. Pour ça que quelque wole mu fi jamana la. Ka insécurité créé. Kona na wulu be ça ko. Ou wulu be jaka ko. Rateta au fait là,
akra enjeu géopolitique, akra enjeu géoéconomique. Donc, tout à fait, au clair, ça, il faut que Moussa va passer. Non, Moussa, quand même, quand fait venir, corridor le constitutionnel. Ok, ici, pour ceux qui ne comprennent pas le Bambara, qui est la langue officielle, une des langues officielles, et moi j'utilise la langue de travail, le français, pour transcrire, traduire, à travers ma petite expérience et ma petite connaissance géopolitique, géoéconomique, les propos du président Goïta et les placer dans le contexte qu'il faut pour permettre à chacun de se faire une idée. L'objectif ici, Keïta n'a pas le temps de convaincre quelqu'un. C'est pourquoi les petits idiots qui viennent, qui écrivent n'importe quoi, je vous regarde et vous faites pitié. Parce que pour moi, quand je ne peux pas changer quelque chose, je ne peux pas empêcher quelqu'un d'être ce qu'il est, malgré la haine, la colère, la frustration. Là où tu passes là, tu ne me verras jamais là-bas. C'est-à-dire que je ferai tout de toute ma vie pour ne jamais rencontrer la personne. Mais on ne sait pas si c'est une forme de malédiction. Ils prennent leur argent, ou du moins on leur donne l'argent pour venir vous écouter. Et ils croient qu'écrire, ça va changer quelque chose. Mais ce que les idiots ne comprennent pas, c'est que la spiritualité est un autre niveau qui n'est pas physique. Quand vous insultez quelqu'un, cette insulte, spirituellement, elle est transformée en forme de bénédiction, d'élévation, de réussite, d'opportunité. Parce que les idiots doivent se poser des questions. Depuis, on me donne l'argent pour faire ça, pour faire ça. Mais pourtant, le gars là, je le regarde toujours, il est beau, il est propre, il s'habille bien. Et puis chaque jour quand il sort là, il n'a pas de problème. Attends, je viens toujours là, je vais chercher quoi? Parce que bêtement, il faut te poser cette question aussi, idiote soit-elle. Peut-être que si tu te poses une question sincère, Dieu va ouvrir tes yeux. Parce que tu connaîtras la vérité, et la vérité va t'affranchir, elle va te libérer. Vous êtes esclave de votre haine, de la jalousie, de la médiocrité, de la malhonnêteté. Mais acceptez de regarder la vérité pour te libérer. Et Allah, on peut te bête comme ça. Vous ne changez rien, mais vous êtes là. Et ces personnes-là sont toujours là. Regardez Nathalie. Toujours élévation. Regardez Kebisiba. Regardez Franklin Yapsi. Regardez votre serviteur Keita. Vous n'êtes pas fatigué. Ceux qui vous donnent l'argent pour venir les attaquer là, vous êtes plus bêtes que vous le pensez. Parce que eux là, ils ne vous voient qu'en termes, puisque eux-mêmes, ils n'ont pas envie de venir. Les insanités que vous dites là, eux se disent, ils n'ont pas le temps pour ça. Donc, on vous paye comme des esclaves pour faire un travail d'esclave. Vous êtes soumis à leur volonté parce que vous devez produire la preuve que vous avez vraiment insulté. Mais cette preuve-là, est-ce que ça empêche la personne d'être ce qu'elle doit être, d'atteindre ses objectifs? Parce que visiblement, dans le Sahel, il faut en train d'atteindre nos objectifs. Moi, une de mes priorités, c'était d'arriver à confédérer les trois pays. Par la grâce de Dieu, c'est arrivé. Donc, j'ai atteint quelque chose de fantastique et de glorieux dans ma vie. Notre monnaie, bientôt, sera opérationnelle. Nos armées sont en train de s'équiper pour atteindre le niveau qu'ils doivent avoir. Mais maintenant, ce que vous faites là, est-ce que ça change quelque chose? On va continuer. Il m'a pas volé. Dans nous, on a ma vie. Parce que maintenant, ici, il a dit quelque chose que les gens n'ont pas bien saisi. Par la grâce de Dieu, vous avez un géopoliticien aguerri, déterminé, engagé, patriotique, à vous faire comprendre les clés qui se trouvent dans les propos d'Assimi Goïta. Assimi Goïta, ici, il y a un bout de phrase de quelques secondes. Je dis un bout de phrase, ça veut dire que ce n'est pas une phrase complète, mais un bout de phrase en quelques secondes. Et dans ce bout de phrase de quelques secondes, Assimi Goïta dit, je ne suis pas prêt. Il ne le dit pas directement, mais c'est l'idée qui sous-tend sa pensée. En d'autres termes, nous ne quitterons pas le pouvoir tant qu'on ne va pas affaiblir les terroristes et mettre hors du Sahel leur maître. Parce que le problème du terrorisme, c'est quoi? S'ils ne trouvent plus de moyens de distraction, de tuerie inutile dans le Sahel, ils vont se diriger vers où? Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Sénégal, Tchad, la Guinée et autres. Ils vont trouver autre moyen pour se distraire. Ou du moins, ils feront tout pour retourner en Europe. Pour aller commettre désolation et carnage.
Parce qu'ici, ils ne pourront plus. Et il dit, nous n'allons pas quitter le pouvoir. Ça, c'est l'esprit, le code qui est dedans. Il ne le dit pas ouvertement, il ne le dit pas directement, mais quand vous comprenez ce qu'il dit, c'est comme si dans le deuxième discours non voilé, mais sous forme de code, nous ne quitterons pas ce pouvoir tant qu'on n'a pas stabilisé le pays. Parce que tout président qui viendra après sera confronté au même problème. Donc nous allons détruire le mal avant de quitter le pouvoir. Nous allons achever l'ennemi avant de quitter le pouvoir. Nous allons faire regretter le terrorisme à ceux qui pensent qu'ils sont terroristes avant de quitter le pouvoir. Si vous n'avez pas autre option que le terrorisme, alors le Sahel sera votre cimetière. Le Sahel sera votre cimetière. Le Sahel sera votre cimetière. Et ça, c'est le langage. Il dit, c'est pourquoi nos armées, nous allons les équiper à la hauteur de notre ambition, à la hauteur de nos enjeux, à la hauteur du développement que nous voulons, à la hauteur de la stabilité de nos États. Aucun moyen ne sera épargné. Tous les sacrifices seront bons pour assurer la sécurité. Parce que cette sécurité va permettre la prospérité et le développement du Sahel. Kake birri mo jamana rogo. Yakul rogo. Sono dina ko taw. E mi sibe go. E amam ibe go. Dina nyango ibe go. Dina ko taw. C'est pas affaire de religion. Politique birri le sidan jamana ba rogo. Wa kaga. Reka kaire. Il dit, la déstabilisation du Sahel est devenue l'arme fatale entre les mains de l'Occident. Ce n'est pas pour le djihad. Ce n'est pas pour les beaux yeux des tamasheks, de tout ce que vous connaissez. Il dit, ce sont des enjeux économiques hautement stratégiques et la survie de l'économie française, de l'économie européenne dépend nécessairement des ressources dans le sous-sol du Sahel. Donc, tant qu'ils sont déstabilisés, on peut voler et piller. Mais s'ils sont stabilisés, on ne pourra plus. Donc, la déstabilisation est devenue l'arme fatale, l'arme privilégiée de ces criminels sans foi ni loi pour vouloir tenter de voler et piller nos ressources. Ngarmela be. Fanga famuna si. Parce que nous ka fanga bien de lafiya. Nous di ko ni sira tra foni kra mo na mula soye. Wala utisima. Mais nous nteso siagle sia. Il dit, ceux qui pensent qu'ils sont en paix, ici c'est un message qu'il envoie à Alassane Ouattara, le criminel sans foi ni loi. Merci beaucoup mon frère pour le polo, Youssouf Diallo. Merci infiniment. Que Dieu te fasse grâce aussi. Plus joli que pour Keïta, ok? Que Dieu te garde. Alors ici, il dit, ceux qui sont assis, oui. Il parle de Foria Sekwe. Il parle de Talon. Il parle de Bachir Diomaye Faye. Il parle d'Alassane Ouattara. Il parle de Patrice Talon. Il parle de Bona Tinibou, drogué. Il ne peut même pas parler, pas son temps endormi. Il dit oui, si vous êtes des présidents comme ça, il n'y a pas de problème. Il peut venir jouer sur votre terrain puis repartir, faire ce qu'il veut. Mais dès l'instant où vous allez dire, ça ne marche plus. Mon pays, automatiquement, vous devenez la cible à abattre par tous les moyens. C'est rare de voir un président africain parler comme ça. Je vous ai dit que le président Assimi Goïta, il ne parle pas beaucoup comme mon frère, le capitaine. Et Assimi Goïta, il comprend que parler permet d'éduquer, de renseigner et d'informer le peuple. Il a la primeur de certaines informations. Même si nous l'avons, nous ne sommes pas une voix officielle. Moi, je le dis toujours. C'est pourquoi Abdoulaye l'a dit face aux diplomates. C'est vrai que les réseaux donnent des informations, mais ce n'est pas toutes les informations sur les réseaux qui sont correctes. Et puis aussi, les réseaux ne constituent pas aussi, pour un gouvernement sérieux, la voix officielle. Il a raison à 100%. Vous le voyez, je le dis toujours, je ne suis pas une voix officielle, mais je mène le combat. Je souhaite que les voix officielles nous écoutent. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'Assimi est en train de dire là, c'est ce que Keïta, depuis qu'il a choisi de mener le combat d'Assimi Goïta, je n'ai jamais changé une virgule de ma position.
je suis resté digne sur ma ligne. On peut ne pas me comprendre. On peut peut-être trouver que je suis très dur. On peut dire, mais il est en avance sur son temps. Mais dire que j'ai tort, par la grâce de Dieu, à l'exception de l'erreur que j'ai commise avec Sonko, sinon ici, tout ce que le président Goïta est en train de dire, c'est des choses que j'ai développées il y a longtemps. Et je suis fier que le président Goïta revienne sur ces éléments-là de façon officielle. Parce que c'est important. C'est éminemment important que ça sorte de la bouche du président. Que nous ne sommes pas pauvres. Nous devons être équipés. L'ennemi, ce n'est pas nous, mais c'est eux. Ils ne veulent pas la stabilité chez nous. Ils ne veulent pas la paix et la quiétude chez nous. Malgré que nous soyons enclavés, désertiques, sahéliens, pauvres selon eux. Pourquoi ils ne nous laissent pas avec notre pauvreté? C'est qu'il y a une raison pour laquelle ils ne nous laissent pas. Ubu blagan. Tibuyi. Ose olu do fambe. E Mali ni malaje. Burkina. Abe salamu fe. Politique kele am sa fo o manga be malla. Me Burkina. O politique kele kuma ba malta do na. Me tulu sidi ya kani fanga bina. Donc tanga makele. Fanga shiti mume lakana. Voilà. Sale ne kelke bere to mugoro bulusa. Umushu fanga nga fanga. Donc kaka o kele an sa go umusarabe. Amana bakama amano. Parce que kele fensu de Alors, donc ici, quand même, c'est bon en tant que chef suprême des armées que le président Goïta explique sa vision, la vision du Mali. Et qu'il prépare les esprits, comme le capitaine l'a toujours fait, comme le général l'a toujours dit. Il faut préparer le peuple à comprendre. Parce que si nous restons dans le jeu des politiciens, parce qu'Assimi Goïta, à un moment donné, les gens voulaient enfermer Assimi Goïta dans une sorte de bulle politique où on est en train de mettre dans ses oreilles. Et à ce moment-là, le président était, il était beaucoup plus focalisé politique. Mais quand on a commencé à lui dire, monsieur le président, et surtout quand ses deux frères sont arrivés, parce qu'il était seul, donc il fallait comprendre. Mais quand ces deux frères sont arrivés, ils ont, à bâton rompu, ils ont cassé tout. Politique, ce n'est pas leur problème, ils ne sont pas politiciens. Ibrahim dit, je ne suis pas politicien, la langue de bois, je ne l'ai pas, je ne suis pas là pour faire la diplomatie maçonnière. Et aujourd'hui, Assimi Goïta, il parle, ce n'est pas une diplomatie, il parle ici, hein. C'est le tempérament de l'homme. Il parle, il garde, et puis il dit, cette guerre, on va la faire. Donc, Assimi déjà prépare les Maliens. Cette guerre, Keïta, après tout ça, on n'a pas encore fait la guerre. Je n'ai pas encore compris. C'est maintenant que la guerre commence. On devait d'abord les chasser, pour voir clair, et puis faire la guerre. Alors, en Côte d'Ivoire, on dit on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Il fallait d'abord sortir, et puis s'arrêter. Pour mieux apprécier la position de l'ennemi et puis la battre, il faut te mettre à une position bien établie, regarder ses faiblesses, ses forces, et puis savoir où il faut frapper. Ils étaient là, c'était des Magnans. Il fallait les chasser d'abord. Ils sont partis. Maintenant, on voit clair. Donc, maintenant, on s'apprête pour une autre guerre. La guerre communicationnelle, la guerre violente, comme l'a dit le capitaine, la guerre à haute intensité. Puisqu'ils nous ont avertis. Si vous ne voulez pas qu'on vienne voler vos ressources, si vous ne voulez pas qu'on vienne piller votre sous-sol, on va s'armer et puis revenir. Alors quand ils vont revenir, il faut qu'ils viennent trouver des armées aguerries et prêtes à les recevoir comme il se doit. Ce ne sera pas le Sahel. Nous, on n'aura pas la peur et la crainte de, comment on appelle ça, le président Saddam Hussein. Je prends toujours ces deux-là, ils ont été lâches. Muammar Kadhafi a commis une erreur, une bêtise. Son armée n'était pas une armée patriotique. C'est pourquoi il est tombé, malgré toutes les armes qu'il avait. Saddam Hussein a eu peur d'utiliser les avions qu'il avait pour contrer les Américains. Il a laissé les Américains. Saddam Hussein avait des systèmes de radar, il avait tout. Mais je ne sais pas pourquoi il a laissé les Américains. C'est quand il est mort que certains généraux se sont rebellés. Ils ont commencé à former la résistance contre les Américains. Les Américains ont fui de l'Afghanistan.
ils ont fui. En Syrie, ils ont échoué parce que Bachar al-Assad ne s'est pas laissé compter. Il s'est battu. Alors, quand il a vu que c'était une coalition, lui aussi, il allait demander la coalition de la Russie. Voilà comment il a pu sauver son pays. Alors, nous, on n'a pas la peur de Saddam Hussein. On n'a pas la peur de Muammar Kadhafi. Nos armées sont des armées républicaines. Ce pas des mercenaires qui sont dans nos armées. Ce n'est pas le cas de la Libye. Saddam Hussein a eu peur d'utiliser les armes dont il disposait pour humilier la coalition. Nous, on ne va pas le faire. On ne sera pas humilié. On est prêt à recevoir. Et s'ils veulent entrer en guerre, ils seront bien reçus. Parce que qui se rappelle? Alors, vous connaissez Dien Bien Phu, non? Où on a humilié les Français. Moi, je voudrais que les Français me montrent un seul pays où ils ont pu gagner. Ici, pour pouvoir gagner, ils ont utilisé les Africains contre les Africains. Mais au Vietnam, les Français et les Américains ont perdu au Vietnam. Je répète, les Français et les Américains ont perdu au Vietnam. Les Français ont perdu en Chine. Le Japon a été chassé de la Chine. On connaît l'histoire. C'est pourquoi le capitaine nous conseille toujours de lire et d'aller faire des recherches. J'ai la chance parce que j'étais au département des sciences humaines, donc j'étais en histoire et géographie à l'université Philosophe Boigny. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et j'aime très bien me cultiver. Alors, ce que le président dit ici, c'est important. Dono kadi, dono madi. Kafe madi tu wala ne akake anga la linga sabati anga jamana ka lakana uri anga la nyila bai. Ne kayma jatu ko to donyi mo bondo be tibi uti bala. Malite jamana malite fanda jamana ganga fanda jamana ni. Malite fanda jamana ni fanda jamana. Sanu mem. Il dit, la guerre, il y aura des pertes en vie humaine. C'est le principe de la guerre. Il y aura des effets collatéraux. Mais cette guerre, on va la mener. Et cette guerre, on ne doit pas la perdre. Ça, le président Goïta est en train de préparer. Le capitaine a suffisamment préparé le Burkina, même s'il y a encore des Burkinabés qui sont rebelles, parce que je l'ai écouté, des opérateurs économiques du Burkina. Moi, la seule question, ce que je vais demander au capitaine, je suis sûr que, comme quand je sors, je vous dis toujours, il y a des gens qui me suivent. Moi, j'ai la solution, président, pour recadrer ces Burkinabés opérateurs économiques, commerçants, grossistes, importateurs, récalcitrants. Il y a une solution toute simple. Capitaine, vous savez, ouvrez le Burkina, comme je l'ai toujours dit au président Goïta, et c'est la proposition que je fais aussi au général Tchani et au capitaine. Ouvrons nos États aux opérateurs économiques turcs, iraniens, brésiliens, argentins, sud-africains, russes, chinois, à venir chez nous et investir. Il faut ouvrir. Le temps que nous puissions nous-mêmes devenir comment on appelle, suffisants, nous ne sommes pas encore, parce que nous importons, pardon. Donc, le temps qu'on puisse assurer notre autosuffisance alimentaire, permettons à d'autres investisseurs de venir compétir dans nos pays. Tout de suite, les prix vont casser. Tout de suite, les prix vont descendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser certains opérateurs imposer leurs lois au peuple. Moi, je pense que les présidents doivent faire appel, ou du moins, l'État prend ses responsabilités, choisit des commerçants avec lesquels travailler, leur donner les moyens pour faire venir, avant en tout cas qu'on atteigne notre autosuffisance. Écoutez, quand Bédier est venu au pouvoir, c'est ce que Bédier a fait. Quand on a voulu mettre le coup au cou de la Côte d'Ivoire, il y a des opérateurs que Bédier a choisis, avec qui il travaillait. Quand il voulait lancer le projet immobilier, Babili Diabélé, que vous connaissez tous en Côte d'Ivoire, il en a profité. Père Sona Moussa Diarra, qui est décédé, que son âme repose en paix, il en a profité. Donc, l'État de Côte d'Ivoire avait décidé d'accompagner des opérateurs dans l'immobilier.
Moi, je ne sais pas, quand on nous dit les opérateurs font de la rétention, mais vous êtes les présidents, c'est vous qui décidez. S'ils font rétention, là, il n'y a pas de problème. Allez cadenasser. C'est-à-dire, si vous découvrez où ils ont mis le produit, là, vous-même, vous allez et puis vous mettez cadenas là-bas, vous fermez. Ça a pourri dedans. C'est-à-dire que si les opérateurs veulent être des criminels, mais il faut montrer aux opérateurs qui a le pouvoir dans le pays. Parce que moi, la dernière fois, quand j'ai entendu le capitaine parler, franchement, ça m'a fait mal. J'ai dit, mais attends, pourquoi le capitaine fait ça? Le monde vous regarde, on dit vous êtes hyper intelligent, et puis vous laissez quelques petits minables au Burkina vous imposer leur loi. Non, monsieur le capitaine, non, je ne ferai que présent. Non, 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 non. Moi, je me rappelle, il y a une année, à l'époque du président Ibrahim Baka Keïta, j'étais pas encore ici, il y a une dame qui a fait une bêtise. On avait donné le monopole de la pomme de terre à un évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, à un Malien. Et on dit, il faut préserver, dans tous les pays, il y a ce qu'on appelle le protectorat. Donc, c'est de préserver et de protéger les investissements internes. Les produits qui sont produits localement, il faut consommer local. Donc, le monsieur, il produit sa pomme de terre et autres, et la dame, elle va au Maroc, elle achète. Bon, ils ont laissé la femme entrer avec ses produits. Elle allait stocker dans son magasin. Le lendemain, là, quand les gens se sont réveillés, ils sont allés trouver que la porte a été cadenassée. Le ministère du Commerce ou bien quoi, là. Ils sont allés, ils ont mis une affiche et puis ils ont cadenassé. Tu ne peux pas ouvrir, si tu ouvres là, un problème qui est dedans, tu connais. Ça pourrit dedans, tout a pourri jusqu'à l'eau coulait. Tout a pourri. Et aucun commerçant ne s'est amusé à faire ça encore. Alors, capitaine, moi je ne sais pas, quand tu dis ils vont enlever les marchandises, ils vont mettre là-bas, ils sont méchants. Ils sont méchants, c'est toi qui as le pouvoir. S'ils sont méchants là, pourquoi tu ne vas pas cadenasser où ils ont mis là? Il faut aller cadenasser, c'est fini. Ils vont garder là-bas, c'est terminé. Que ce soit le cycle, il faut fermer. Ils vont passer devant. Mais moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Nous sommes dans un état où il y a une situation, une sorte d'urgence. Et vous permettez à des petits plaisantins, mais montrez-leur qui a le pouvoir au Burkina. Ils font ça là, vous repérez les magasins ou vous cassez la porte. Attendez, Laurent Gbagbo n'a pas fait ça. Président capitaine, est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas fait ça à la BCAO? Quand Ouattara était à l'hôtel du Golfe, avec la BCAO, ils ont décidé de, de ne plus mettre la liquidité au, bon, je ne dirais pas au profit, mais à la disposition du trésor ivoirien pour payer les fonctionnaires. Parce que Ouattara, là, il est criminel, et moi je vous dis, c'est un assassin ce président. C'est-à-dire, lui là, il ne comprend la gestion du pouvoir que de traumatiser le peuple. Donc, il décide de ne pas donner, c'est-à-dire l'argent des Ivoiriens, ils ont travaillé, ils doivent être payés. C'est pourquoi les idiots ivoiriens qui soutenaient Ouattara, vraiment, vous êtes des maudits à 1 million de fois. Ouattara, c'est pourquoi Dieu permet à Ouattara de vous détruire en Côte d'Ivoire. C'est ce monsieur-là. Quand Laurent Gbagbo dit qu'il faut payer les Ivoiriens, Ouattara dit qu'il ne faut pas les payer. Et vous soutenez Ouattara. Ouattara, il n'a rien fait. Il a cassé mes ordres. C'est petit. Après, là, il va vous arracher vos femmes, vos enfants, et puis il va les vendre en esclavage. C'est ça. Il n'a pas demandé au Maroc comment on appelle ça, d'imposer visa aux Ivoiriens. Vous n'avez rien vu encore. Ouattara, là, ils vont aller prendre vos femmes, vos filles, vos enfants, là, et puis ils vont les vendre. Mais vous êtes comment même encore? Vous êtes comment même? Gbagbo dit qu'il faut payer les Ivoiriens. Et c'est Gbagbo que vous accusez après. Alors, capitaine, avant cette petite digression, Gbagbo Laurent a pris un décret présidentiel pour nationaliser la BCAO. Mais pourquoi vous ne prenez pas un décret, président? Tout importateur au Burkina qui sera objet ou qui a fait objet de rétention pour provoquer l'inflation, vous prenez un décret pour saisir tout ce qui appartient à cet homme-là et vous le mettez sur le marché. Tout opérateur au Burkina qui fait de la rétention pour créer une crise et une inflation galopante, vous prenez un décret, vous saisissez la marchandise en question et vous la vendez. Et puis vous le remettez ce qui lui revient de droit. Un point terminé. Quand vous allez vous parler, vous leur donnez de la valeur qu'ils n'ont pas, capitaine. Vous leur accordez
financiers. Ils sont qui devant l'État du Burkina? Ils sont qui devant l'État du Burkina? L'État reste maître. C'est pourquoi on parle de la répression légale, la répression constitutionnelle. L'État a tous les droits. Maintenant, s'ils veulent porter plainte, ils n'ont qu'à les porter plainte là où ils veulent. Vous, vous agissez au nom de l'État et pour le peuple. Eux, ils agissent au nom de qui? Leurs propres intérêts. Vous voyez votre problème qui est ici, président. Vous saisissez, c'est fini. Prenez un décret et vous mettez un terme à la récréation. lithium bien, magnesium bien, uranium bien. Naya matrafa. Abna ina jamana denante jamana. Nana jamana ka una jamana denni. Ok, il dit le Mali n'est pas pauvre. Il a cité l'or, le gaz, le pétrole, l'uranium, le manganèse, tout ce que vous connaissez. Il dit si on commence à sécuriser nos ressources, à les exploiter au profit et au bénéfice du peuple malien, alors vous vérifiez réellement, nous sommes pauvres. Les Européens viendront travailler chez nous. Personne ne quittera plus jamais le Sahel pour aller en Europe, mourir dans la mer. C'est cette réalité qui échappe à beaucoup de personnes. Alors, quand ils créent la famine chez nous, ils permettent au monde d'avoir un regard affectif. Je reprends. Le président Goïta, ce qu'il a dit ici à Barbara, je le mets en lumière. Le géopoliticien que je suis, l'analyste que je suis, je le mets en lumière pour que vous compreniez bien. Si nous commençons, si nous parvenons à sécuriser nos ressources naturelles, on n'est pas pauvre. Alors, le code dans les propos du président, je le mets en lumière. Ils disent qu'on est pauvre. En disant qu'on est pauvre, on est désertique, on est sahélien. Ils disent on n'a pas les moyens. En disant qu'on est pauvre, on empêche même les multinationales à croire à nos potentialités pour venir investir chez nous. En disant qu'on est pauvre, on dit aux banques, faites attention, accordez des prêts, mais dans certains domaines, ne le faites jamais, parce qu'ils sont pauvres. En disant qu'on est pauvre, on amène la communauté internationale à nous regarder avec un regard affectif. Il faut soutenir ces peuples-là. Aide au développement, aide humanitaire, aide budgétaire. On est pauvre, on est pauvre, on est pauvre. Donc, le narratif est dans l'esprit, même des grands décideurs, même des institutions. Donc, vous avez par moment l'impression que ces institutions-là ont été créées uniquement à cause de nous parce qu'on est pauvre. Ça, c'est le blanc. Il dit, n'accepte plus ça. Nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes extrêmement riches. Extrêmement riches. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des estimations, des informations ont fuité. Le Mali disposerait au minimum de 4 000 milliards de barils. Contrairement au Venezuela qui fait 300, même pas 400. Arrondissons même à 400. Arrondissons même à 500 millions de barils. Et le Venezuela est le troisième pays au monde. Avec 4 000 milliards, quelle position nous devrons avoir? Imaginez vous-même. Ça, c'est pour le pétrole. C'est pourquoi Assimi Goïta a demandé à Rosatom, cette entreprise russe qui a des satellites, de faire des balayages et de lui donner des estimations correctes. Pour le moment, ce n'est pas encore officiel, mais vous avez entendu de façon officielle le Mali demander à la Russie d'évaluer le sous-sol malien. Donc ce qu'Assimi dit ici, ce n'est pas un politicien. Il ne fait que révéler les premières informations qu'il a reçues. Quand on a regardé le sous-sol malien, le bassin de Taoudini, qui est l'un des bassins les plus riches au monde, sinon le plus riche au monde. Le bassin de Taoudini est comparable à la réserve russe qui se trouve en Antarctique, là où il y a la glace là. Vous avez vu comment la Russie a développé là-bas. La Russie a même installé des bases militaires là-bas pour veiller sur ses ressources naturelles, là où il y a la glace.
On ne peut pas vivre là. La Russie a développé une technologie pour vivre là-bas. Ils ont une base militaire là-bas pour veiller sur leurs intérêts. Les Américains savent que les Russes sont là-bas. Tout récemment, j'ai regardé même un film là-dessus, mais attention, ils ont investi. Alors, chez nous, c'est le même investissement. Par exemple, est-ce que vous avez, c'est-à-dire que, on a déjà 2 heures de 2 heures. J'ai tellement vu les gens sont en train de nous sous-estimer pour nous voler. Et ça, je vous en prie, regardez, écoutez bien. Le monsieur, il a été clair, hein. Le président Goïta, il a été très clair. On a tout ça, mais il faut que le narratif pauvre, reste toujours collé, que ce soit notre identifiant, notre ADN, notre étiquette, notre carte nationale d'identité. Ils sont pauvres, c'est notre ADN. Ils sont pauvres, c'est notre étiquette. Ils sont pauvres, c'est notre identité. Voilà. Et en le disant, eux, ils viennent maintenant comme un messie, un sauveur, un protecteur. On va former votre armée, on va équiper votre armée, on va vous donner... C'est tout. C'est tout le narratif qui est là. C'est pas vrai. Alors, j'ai été heureux d'être à votre compagnie aujourd'hui. Dans la suite, Inch'Allah, le week-end, on va revenir en force sur un certain nombre de sujets. D'ici là, portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est tellement bon, je vais m'arrêter parce que si je ne m'arrête pas, on va au-delà de 2 heures. On a déjà fait 1h52, donc c'est insuffisant. Demain, c'est vendredi. Sinon, vendredi déjà pour beaucoup de personnes. Donc, vendredi, certainement, on se repose. Mais samedi, on va casser la baraque par la grâce de Dieu. Mais s'il y a possibilité de sortir demain, Inch'Allah, on va le faire. Sinon, ce sera samedi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.